Il y a une nuit dont je me souviens avec une précision troublante. Une nuit où j'ai compris que quelque chose dans ma vie ne fonctionnait pas vraiment. J'étais assis sur le bord de mon lit, téléphone en main, à regarder un relevé bancaire qui ne disait pas ce que j'avais espéré. Ce n'était pas une catastrophe. Ce n'était pas un désastre financier visible de l'extérieur. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus insidieux, quelque chose que je ne savais pas encore nommer à l'époque. J'avais travaillé dur ce mois-là. J'avais respecté mes engagements, j'avais livré ce qu'on attendait de moi, j'avais même refusé une sortie ou deux pour rester concentré. Et pourtant, les chiffres sur cet écran me donnaient cette sensation que je connaissais trop bien depuis des années, cette sensation de courir sans vraiment avancer, de travailler sans vraiment construire. Je me suis dit ce soir-là que le problème c'était le montant de mes revenus. Je me suis dit que si je gagnais plus, cette sensation disparaîtrait. Mais au fond de moi, une voix plus honnête murmurait quelque chose d'autre. Elle murmurait que ce n'était pas vraiment ça. Parce que j'avais vu des gens autour de moi gagner beaucoup plus que moi et vivre dans une anxiété financière encore plus grande. Et j'avais croisé des gens qui n'avaient pas des revenus extraordinaires, mais qui semblaient habiter une paix avec l'argent que je ne comprenais pas. La différence entre eux et moi ne se trouvait pas sur leur fiche de paie. Elle se trouvait ailleurs, dans quelque chose que je ne voyais pas encore. Quelques semaines après cette nuit, presque par accident, j'ai ouvert un livre. Et ce livre a changé quelque chose de fondamental dans ma façon de voir l'argent, dans ma façon de me voir moi-même et dans la façon dont je prends des décisions depuis. Ce livre s'appelle « La psychologie de l'argent », écrit par Morgan Housel. Aujourd'hui, je vais te raconter exactement ce qu'il m'a appris, pourquoi ça a fonctionné là où des dizaines de conseils financiers avaient échoué, et ce qu'il pourrait changer pour toi si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo. Et il y a quelque chose que je vais partager vers la fin, une idée précise, une idée que la plupart des gens ne voient jamais, qui explique pourquoi certaines personnes construisent une liberté financière réelle pendant que d'autres, même en gagnant bien, restent toujours dans l'insécurité. Garde cette idée en tête parce qu'elle arrive. Avant de plonger dans ce que ce livre m'a appris, il faut que je te parle d'abord de quelque chose que personne ne nous enseigne vraiment. Et cette chose, c'est que notre rapport à l'argent ne se construit pas dans les livres de finance, ni dans les cours d'économie, ni même dans les conseils que les gens bien intentionnés nous donnent. Il se construit bien avant tout ça. Il se construit dans l'enfance, dans les conversations entendues à table, dans les silences quand le sujet venait sur la table, dans les regards échangés entre adultes quand une facture arrivait ou quand quelqu'un dans la famille parlait d'une dépense imprévue. Ces premières impressions, ces premières émotions associées à l'argent, elles s'installent en nous comme du ciment frais, et elles durcissent avec le temps jusqu'à devenir des croyances que l'on prend pour des vérités. Moi, j'ai grandi dans une famille normale, pas pauvre, pas riche, une famille où l'argent était une source de tension permanente et silencieuse. On n'en manquait pas au point de souffrir. Mais on vivait avec cette impression constante qu'il ne fallait pas trop en vouloir, qu'il ne fallait pas trop en parler, qu'il ne fallait pas trop y penser. Mon père avait cette phrase qu'il répétait sans s'en rendre compte. Il disait « Les rêves, c'est pour ceux qui peuvent se le permettre ». Ce n'était pas une attaque. Ce n'était pas de la malveillance. C'était sa réalité à lui, héritée de sa propre histoire, de ses propres parents, de sa propre génération. Mais cette phrase, je l'ai absorbée. Je l'ai intégrée si profondément que pendant des années, chaque fois que j'approchais d'une opportunité financière un peu plus grande que d'habitude, quelque chose en moi freinait. Quelque chose disait que ce n'était pas pour moi, que les gens comme moi ne font pas ce genre de choses, que c'était réservé à d'autres. Je n'avais pas conscience de ce mécanisme. Je croyais prendre des décisions rationnelles, calculées, raisonnables. En réalité, je répondais à une croyance vieille de 20 ans que je n'avais jamais remise en question. Et c'est précisément ce que Morgan Housel appelle le cœur de tout problème financier. Non pas l'ignorance des chiffres, non pas le manque de stratégie, mais la psychologie invisible qui guide chaque décision sans qu'on s'en aperçoive. Le mauvais rapport à l'argent prend des formes différentes selon les personnes. Pour certains, c'est la dépense compulsive, acheter pour combler quelque chose, dépenser pour ressentir quelque chose, pour exister aux yeux des autres, ou pour s'offrir un moment de contrôle sur une vie qui semble par ailleurs leur échapper. Pour d'autres, c'est l'accumulation anxieuse, garder sans jamais profiter, économiser non pas pour construire une liberté, mais pour fuir une peur, cette peur ancestrale du manque qui ne disparaît jamais vraiment, même quand le compte en banque dit le contraire. Pour d'autres encore, c'est l'évitement total, ne pas regarder ses comptes, ne pas ouvrir les relevés,
Vivre dans un brouillard financier volontaire parce que regarder la réalité en face est trop douloureux. Moi, pendant longtemps, mon rapport à l'argent ressemblait à celui d'un homme qui tient un outil dans ses mains sans savoir dans quel sens le tenir. Je travaillais, je gagnais, mais je ne construisais pas vraiment. Et cette différence entre gagner et construire, c'est l'une des premières choses que ce livre m'a appris à voir. Je me souviens du samedi où j'ai acheté ce livre. Ce n'était pas planifié. Je n'avais pas lu de critiques, je n'avais pas vu de recommandations qui m'avaient convaincu. J'étais dans une librairie ce matin-là, avec cette espèce de fatigue dans les épaules qu'on a quand on cherche quelque chose sans savoir quoi. La semaine avait été lourde. Une dépense imprévue avait vidé ce que j'avais mis de côté pendant 2 mois. Une conversation avec quelqu'un de proche avait tourné autour de l'argent et s'était terminée dans un malaise que ni l'un ni l'autre n'avait su nommer. J'ai vu la couverture de ce livre sur une table à l'entrée. La psychologie de l'argent. Mon premier réflexe a été de passer mon chemin. Encore un de ces livres, me suis-je dit. Encore une promesse emballée dans du papier glacé. Encore des conseils que je connais déjà et que j'applique à moitié. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter. J'ai lu la première ligne de la 4e de couverture. Elle disait « Faire bien avec l'argent n'a presque rien à voir avec votre intelligence et tout à voir avec votre comportement. » J'ai relu cette ligne 2 fois, 3 fois, parce qu'elle ne me disait pas que j'étais bête. Elle ne me disait pas que je n'avais pas fait les bons calculs ou les bonnes études. Elle me disait quelque chose de bien plus vrai, quelque chose qui touchait à ma vie réelle. Elle me disait que le problème était dans mes comportements. Et les comportements, contrairement aux formules de mathématiques financières, on peut les comprendre, on peut les travailler, on peut les changer. J'ai acheté le livre. Je suis rentré chez moi. Je me suis assis dans mon fauteuil avec une tasse de café et j'ai commencé à lire. Et je n'ai pas pu m'arrêter, pas parce que l'auteur me promettait une fortune, pas parce qu'il avait un système en 5 étapes validé par des milliardaires, mais parce que chaque histoire qu'il racontait, chaque idée qu'il développait touchait quelque chose de concret dans ma propre vie. Ce livre m'a donné des mots pour des choses que je portais depuis des années sans pouvoir les exprimer. Et ça, dans une vie, c'est quelque chose d'une valeur rare. Avant de continuer, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je veux partager maintenant, à cet instant précis de la vidéo. Si ce que tu entends depuis le début te parle, si tu te reconnais dans une partie de ce que je décris, si tu sens que ce contenu résonne avec quelque chose que tu vis ou que tu as vécu, alors je t'invite à faire une chose simple maintenant. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche juste là avant de continuer. Je sais que tout le monde dit ça. Je sais que ça peut sembler automatique comme une réplique qu'on a entendue tellement de fois qu'elle glisse sans laisser de traces. Mais laisse-moi te dire pourquoi ça compte ici d'une façon qui est différente. Ce que je construis sur cette chaîne, c'est quelque chose que je ne vois nulle part ailleurs dans cet espace. Un endroit où on parle honnêtement des sujets que la plupart des gens évitent, l'argent, les croyances limitantes, la psychologie des décisions, les livres qui changent vraiment des vies plutôt que ceux qui se contentent de remplir des étagères. Ce n'est pas du contenu fait pour faire du bruit, c'est du contenu fait pour rester, pour travailler en toi longtemps après que tu as fermé cette fenêtre. Chaque abonnement que cette chaîne reçoit, chaque cloche activée, c'est un signal concret que ce travail mérite d'être continué, que d'autres personnes méritent de le découvrir et que les prochaines vidéos que je prépare ont un public qui les attend vraiment. Et les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans ce territoire. Elles font partie d'une série sur des livres qui transforment la façon dont on voit la liberté, les croyances et la construction d'une vie qu'on choisit vraiment. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et revenons ensemble à ce qui est au cœur de cette vidéo. Parce que ce que je vais te partager dans les prochaines minutes est la partie la plus dense, la plus transformatrice de tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Morgan Housel organise son livre autour de 20 chapitres courts, chacun ancré dans une histoire réelle, une observation du comportement humain face à l'argent. Parmi toutes les idées de ce livre, il y en a 5 qui ont changé quelque chose de concret dans ma vie. 5 idées que j'ai portées bien après avoir refermé le livre. Et ce sont ces 5 idées que je vais te partager maintenant avec toute l'honnêteté que je peux mettre dans ces mots. La première idée, celle qui ouvre tout le livre, est celle-ci. Personne n'est fou. Quand on regarde les décisions financières des autres, on a souvent envie de juger. On voit quelqu'un s'endetter pour acheter une voiture qu'il ne peut pas vraiment se permettre et on se dit qu'il est irresponsable. On voit quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui n'a rien mis de côté après 20 ans de travail et on se dit qu'il est négligent. On voit quelqu'un jouer une partie de ses économies au jeu de hasard et on se dit qu'il est inconscient.
Mais Morgan Housel dit quelque chose de fondamental qui remet tout en perspective. Il dit que chaque personne prend les décisions financières qui lui semblent les plus raisonnables, les plus logiques, les plus cohérentes, à partir de son histoire personnelle, de ses émotions du moment, de ses croyances héritées et du contexte dans lequel elle a grandi. Personne ne se lève le matin avec l'intention de prendre des décisions stupides avec son argent. Chacun agit depuis un endroit qui a sa propre logique interne, même si cette logique est invisible pour les autres. Quelqu'un qui a grandi dans une famille qui a tout perdu d'un coup va prendre des décisions qui paraissent excessivement prudentes à ceux qui n'ont jamais vécu ça. Quelqu'un qui a manqué de tout pendant son enfance va avoir avec la dépense une relation que quelqu'un né dans l'abondance ne comprendra jamais vraiment. Quelqu'un à qui on a répété que l'argent est corrupteur va inconsciemment saboter chaque opportunité de construire quelque chose de solide. Ces comportements ne sont pas fous, ils sont humains. Ils sont le résultat cohérent d'une histoire vécue. Pour moi, comprendre cette idée a d'abord changé ma façon de me regarder moi-même. J'ai arrêté de me traiter de stupide chaque fois que je prenais une mauvaise décision financière. J'ai commencé à me poser une autre question. D'où vient cette décision ? Quelle croyance est-ce qu'elle reflète ? Quelle émotion est-ce qu'elle essaie de satisfaire ou de fuir ? Il y a environ 8 mois, j'ai fait un achat qui n'était pas vraiment justifié dans ma situation du moment. Un équipement lié à mon travail, utile sur le papier mais pas urgent, pas prioritaire par rapport à d'autres engagements. Au lieu de rentrer dans le cycle de culpabilité que je connaissais trop bien, j'ai appliqué cette idée. Je me suis demandé pourquoi j'avais fait cet achat à ce moment précis. Et la réponse honnête était celle-ci. J'avais eu une semaine où je me sentais bloqué, peu productif, sans traction sur mes projets. Et acheter quelque chose de concret me donnait l'illusion d'avancer, l'illusion de reprendre le contrôle sur quelque chose. Ce n'était pas une décision stupide, c'était une réponse émotionnelle à un besoin réel, mal canalisé. Et comprendre ça m'a permis d'en tirer quelque chose, une information sur moi-même, plutôt que de m'en vouloir indéfiniment. La deuxième idée qui m'a profondément marqué est celle de la chance et du risque. Morgan Housel ouvre ce chapitre avec une histoire qui dérange, parce qu'elle dit quelque chose qu'on ne veut pas vraiment entendre. Il parle de 2 jeunes hommes qui auraient pu avoir des trajectoires similaires. L'un d'entre eux est Bill Gates, l'un des hommes les plus riches que le monde ait jamais connu. L'autre est un certain Kent Evans, qui était le meilleur ami de Bill Gates à l'adolescence, tout aussi brillant, tout aussi passionné par les ordinateurs, tout aussi ambitieux. Kent Evans est mort dans un accident de montagne à l'âge de 17 ans. L'auteur pose une question inconfortable. Qu'est-ce qui distingue vraiment la trajectoire de Bill Gates de celle de Kent Evans ? Ce n'est pas le talent, parce qu'ils en avaient tous les deux au même degré. Ce n'est pas le travail, parce qu'ils travaillaient avec la même intensité. La réponse, en partie au moins, c'est la chance. Bill Gates a eu la chance extraordinaire d'aller dans l'un des seuls lycées du monde entier qui avait accès à un ordinateur dans les années 70, à une époque où presque personne sur Terre n'en avait. Il a eu la chance de ne pas mourir à 17 ans dans un accident qui n'avait aucun lien avec ses décisions ou ses erreurs. Ces facteurs étaient complètement hors de son contrôle. Et pourtant, ils ont joué un rôle décisif dans sa trajectoire. Cette idée m'a libéré d'un poids que je portais sans vraiment le nommer. Pendant des années, je regardais les gens qui avaient réussi financièrement et je me demandais ce qu'ils avaient que je n'avais pas. Je calculais leurs mérites, je regardais leur discipline, leur ambition, leur stratégie. Mais je ne calculais jamais la part de chance dans leur trajectoire. Je ne voyais pas les opportunités qui s'étaient représentées à eux au bon moment, les connexions dont ils avaient hérité, les contextes favorables qu'ils n'avaient pas choisis. Je me comparais à une image incomplète et je me trouvais en défaut par rapport à cette image incomplète. Quand j'ai intégré cette idée, j'ai arrêté de me comparer de cette façon-là. J'ai commencé à apprécier ma propre trajectoire pour ce qu'elle est réellement, avec ses forces, ses limites, ses chances et ses malchances à elle. Et j'ai compris que reconnaître la part de chance dans les succès des autres, ce n'est pas leur enlever leur mérite, c'est simplement voir la réalité avec plus d'honnêteté. Ce qui m'a aussi appris quelque chose sur mes propres réussites. Si la chance joue un rôle dans les trajectoires des autres, elle joue aussi un rôle dans la mienne, et cette humilité-là n'est pas une faiblesse. C'est une forme de lucidité qui protège des erreurs d'arrogance. Il y a 2 ans, j'ai traversé une période professionnelle qui allait bien. Plusieurs choses se sont alignées au bon moment, et j'ai eu tendance à m'attribuer l'intégralité de ce succès, à penser que c'était uniquement le fruit de mes décisions, de mes efforts, de ma stratégie. Mais en relisant ce chapitre du livre, j'ai reconnu honnêtement que le timing avait joué un rôle important.
que certaines portes s'étaient ouvertes non pas parce que j'étais brillant, mais parce que le contexte était favorable. Et cette reconnaissance m'a rendu plus prudent, moins arrogant et finalement plus solide pour la suite. La troisième idée est celle qui m'a peut-être le plus dérangé parce qu'elle touchait à quelque chose que notre époque encourage de toutes ses forces. Morgan Housel l'appelle « ne jamais avoir assez ». Il parle dans ce chapitre d'une forme de maladie moderne, une maladie de l'ambition sans limite, une course où les poteaux de but se déplacent constamment vers l'horizon et ne permettent jamais de ressentir l'arrivée. Il raconte l'histoire de Rajat Gupta, qui était le directeur général de McKinsey, l'un des cabinets de conseil les plus puissants et les plus respectés au monde. Un homme qui gagnait des dizaines de millions de dollars par an. Un homme que la quasi-totalité des gens sur Terre auraient considéré comme ayant tout ce qu'on peut vouloir dans une vie matérielle. Et cet homme a tout risqué. Sa réputation, sa liberté, sa famille, des décennies de travail et de construction. Il a commis un délit d'initié pour essayer de gagner encore plus. Il a tout perdu. La question que pose Morgan Housel est simple et profonde. Pourquoi quelqu'un qui a objectivement tout risquerait-il tout pour encore davantage ? La réponse se trouve dans ce mécanisme que l'auteur appelle le déplacement des poteaux de but. À chaque fois qu'on atteint un objectif financier, l'objectif suivant devient la nouvelle mesure du succès. On se dit qu'avec 1 000 € de côté, on sera enfin tranquille. On atteint 1 000 € et on se dit que non, il faut 10 000 pour être vraiment serein. On atteint 10 000 et on se dit qu'il faut 100 000. Et ça ne s'arrête jamais. Pas parce qu'on est avide ou immoral, mais parce qu'on n'a jamais défini honnêtement, personnellement, intimement, ce que le mot « assez » signifiait pour soi. Cette idée m'a touché avec une précision que je n'attendais pas, parce que je reconnaissais ce mécanisme dans ma propre vie avec une clarté gênante. J'avais passé des années à courir vers des objectifs qui se déplaçaient chaque fois que j'approchais d'eux. Chaque fois que j'atteignais un palier, au lieu de m'arrêter pour reconnaître ce que j'avais construit, je regardais déjà le palier suivant, et je recommençais à courir. Sans jamais arriver vraiment, sans jamais ressentir vraiment ce que j'espérais ressentir en atteignant ces objectifs. Ce que ce livre m'a appris, c'est de définir assez avant de commencer à courir. C'est de me poser la question fondamentale, pas ce que la société attend de moi, pas ce que mes proches admireraient, pas ce que les réseaux sociaux valorisent, mais ce dont j'ai vraiment besoin pour vivre une vie que je choisirais si personne ne regardait. Cette définition personnelle d'assez est devenue une ancre. Elle ne m'a pas rendu inactif, elle ne m'a pas vidé d'ambition. Elle m'a donné une direction qui a du sens au lieu d'une course sans destination. La quatrième idée est liée à un concept que tout le monde connaît de nom, mais que très peu de gens comprennent vraiment dans toute sa dimension. Morgan Housel parle des intérêts composés, mais pas uniquement au sens financier du terme. On sait tous que si tu investis une somme d'argent, que cette somme génère des intérêts et que ces intérêts se remettent eux-mêmes à générer des intérêts, ton argent grossit de façon exponentielle avec le temps. C'est le principe derrière les grandes fortunes construites sur la durée. C'est ce que Warren Buffett a utilisé pour devenir l'une des références mondiales de l'investissement à long terme. Mais ce que Morgan Housel met en lumière, et c'est là que j'ai trouvé quelque chose de vraiment transformateur, c'est que ce même principe s'applique à tout ce qu'on construit de façon cohérente et régulière dans le temps. Il s'applique au comportement. Il s'applique aux habitudes. Il s'applique à la confiance en soi. Il s'applique à la réputation. Il s'applique à n'importe quelle forme de discipline exercée avec constance. Chaque petite action posée de façon régulière, chaque petite décision alignée avec ses valeurs, chaque petit choix cohérent s'accumule, se compose et finit par produire quelque chose de disproportionné par rapport à l'effort individuel de chaque journée. Le problème des intérêts composés, c'est qu'ils sont invisibles au départ. Pendant les premiers mois, pendant la première année, ça ne ressemble à rien d'impressionnant. Tu mets de côté une petite somme chaque mois. Ça ne produit pas de spectacle. Ton entourage ne s'en émeut pas. Toi-même, certains mois, tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de continuer. Et c'est précisément là que la plupart des gens abandonnent. Ils abandonnent parce que le décalage entre l'effort visible et les résultats visibles est trop grand pour que la motivation survive sans une compréhension profonde du principe. Ce que Morgan Housel enseigne, c'est que la patience n'est pas une qualité passive. Ce n'est pas la résignation tranquille de ceux qui n'ont pas assez d'ambition pour vouloir plus vite. C'est une compétence active, exigeante, qui demande de continuer à agir avec cohérence même quand rien ne confirme encore que ça fonctionne. J'ai commencé à mettre de côté une somme fixe chaque mois,
il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Le premier mois, j'ai regardé le résultat sur mon compte. Rien d'impressionnant. Le troisième mois, pareil. Le sixième mois, les chiffres prenaient une petite forme, mais c'était encore loin de ce que j'avais imaginé quand j'avais commencé. Il y avait des mois où la tentation d'utiliser cette somme pour autre chose était forte. Des imprévus qui semblaient justifier de puiser dedans. Des raisonnements très convaincants pour faire une exception. Mais j'avais compris le principe. J'avais compris que la vraie récompense était invisible à court terme et réelle à long terme. Et aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, ce qui me semblait insignifiant au départ représente quelque chose de concret, quelque chose de solide, quelque chose que je n'aurais pas cru possible si on me l'avait décrit avant que je commence. Ce n'est pas une fortune. Ce n'est pas quelque chose qui impressionne les autres. Mais c'est réel. Et c'est le résultat direct de la constance, pas de l'intelligence. De la patience, pas de la stratégie brillante. La cinquième idée est celle qui m'a le plus aidé dans les décisions concrètes du quotidien, dans ces moments où l'incertitude paralyse et où la peur de se tromper empêche d'avancer. Morgan Housel l'appelle le prix d'entrée. L'idée est à la fois simple et radicale. Tout ce qui vaut vraiment quelque chose dans la vie a un prix. Et ce prix n'est pas toujours exprimé en euros sur une étiquette. Parfois, ce prix, c'est des années de patience pendant lesquelles rien ne semble avancer. Parfois, c'est l'incertitude, cette sensation inconfortable de ne pas savoir comment les choses vont tourner. Parfois, c'est la peur du jugement, la peur de paraître naïf ou audacieux aux yeux des autres. Parfois, c'est le sacrifice de plaisir immédiat pour construire quelque chose de plus grand sur le long terme. Et le problème de la plupart d'entre nous, c'est qu'on veut les bénéfices sans vouloir payer le prix. On veut les rendements de l'investissement sans accepter la volatilité, sans accepter les périodes où les valeurs plongent et où tout ce qu'on ressent nous crie de tout liquider pour sauver ce qui reste. On veut la sécurité financière sans accepter de renoncer à certaines dépenses immédiates qui semblent pourtant très justifiées sur le moment. On veut la liberté financière sans accepter les années de travail invisible, d'incertitude, de doute, de remise en question qui précèdent toujours cette liberté. Morgan Housel dit quelque chose de lumineux et de libérateur dans ce chapitre. Il dit que l'incertitude n'est pas une punition que la vie inflige à ceux qui ont fait de mauvais choix. C'est simplement le prix d'entrée pour quelque chose qui en vaut la peine. Et dès lors qu'on voit l'incertitude non plus comme quelque chose à fuir coûte que coûte, mais comme quelque chose à accepter consciemment et à traverser avec intention, notre rapport à l'argent change profondément. Et notre rapport à la vie en général aussi. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai pris une décision professionnelle qui comportait une part de risque réel. Un changement de direction, quelque chose d'incertain mais d'aligné avec ce que je voulais vraiment construire. Pendant des semaines, j'avais repoussé cette décision. Je cherchais encore une information, encore une confirmation, encore une preuve que c'était la bonne voie avant de m'engager. Parce que l'incertitude me paralysait. Parce que je ne voulais pas payer ce prix-là sans garantie. Mais après avoir relu ce chapitre du livre, je me suis dit quelque chose de simple. L'incertitude n'est pas un signal de danger. C'est le prix d'entrée pour quelque chose qui en vaut la peine. J'ai payé ce prix. J'ai traversé ces mois d'incertitude. Et ce que j'ai trouvé de l'autre côté valait infiniment plus que l'inconfort du passage. Avant de parler de ce que ce livre a changé concrètement dans ma vie, il y a quelque chose que je dois ajouter sur ces 5 idées. Quelque chose que je n'ai pas encore dit et qui les relie toutes entre elles. Ce que Morgan Housel a compris mieux que quiconque, c'est que la finance personnelle n'est pas un problème mathématique. Ce n'est pas un problème d'information. Les informations sur comment épargner, comment investir, comment construire un patrimoine, elles sont partout, elles sont gratuites, elles sont accessibles à tous en quelques clics. Et pourtant, la grande majorité des gens ne les appliquent pas. Pas parce qu'ils sont paresseux. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que la connaissance sans la psychologie ne suffit pas. Savoir quoi faire et être capable de le faire sont 2 choses complètement différentes. Et l'espace entre ces 2 choses, c'est la psychologie. C'est la compréhension de ses propres mécanismes, de ses propres peurs, de ses propres patterns de comportement. J'ai réalisé ça un soir où je discutais avec un ami qui est comptable. Il connaît les chiffres mieux que la plupart des gens. Il peut te parler de fiscalité, de placement, de diversification, d'une façon qui impressionne n'importe qui dans une pièce. Et pourtant, il m'a confié ce soir-là qu'il avait autant de mal que n'importe qui à épargner de façon régulière. Pas parce qu'il ne savait pas comment faire,
mais parce que chaque fois qu'une petite somme s'accumulait sur son compte, une voix en lui trouvait une raison convaincante de l'utiliser pour autre chose. Une voix qui avait appris depuis l'enfance que garder de l'argent de côté, c'était se priver, pas construire. Cette conversation m'a confirmé quelque chose. Les meilleures stratégies financières du monde ne servent à rien si la psychologie qui les porte n'est pas travaillée. Et c'est exactement ce que ce livre t'aide à faire. Maintenant, je veux être complètement honnête avec toi sur quelque chose d'important, parce que je pense que cette honnêteté-là a plus de valeur que n'importe quelle promesse. Ce livre ne m'a pas rendu riche. Il ne m'a pas donné une formule magique qui transforme une situation financière du jour au lendemain. Il ne m'a pas changé en quelqu'un que je ne suis pas. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose de plus profond et de plus durable. Il m'a donné une façon différente de voir. Avant ce livre, je regardais l'argent comme quelque chose d'extérieur à moi. Quelque chose qui arrivait ou n'arrivait pas selon des forces que je ne maîtrisais pas vraiment. Après ce livre, j'ai compris que mon rapport à l'argent était avant tout un reflet fidèle de mes croyances les plus profondes, de mes peurs les plus anciennes, de mes valeurs les plus sincères. Et que changer ma situation financière de façon durable impliquait de commencer par changer ce rapport intérieur. Pas en suivant une méthode de 5 étapes, pas en lisant une liste de conseils, mais en comprenant d'où venaient mes comportements, en les conscientisant, en les questionnant avec bienveillance. Il y a une pratique que j'ai installée dans ma vie depuis la lecture de ce livre, quelque chose de simple que je n'aurais jamais imaginé faire avant. Chaque début de mois, je prends un carnet, je m'installe dans un endroit calme et j'écris les principales décisions financières que j'ai prises dans le mois écoulé. Pas pour me juger, pas pour faire les comptes de façon obsessionnelle, mais pour comprendre, pour voir les patterns qui se répètent, pour repérer les émotions qui ont guidé des décisions que je croyais rationnelles, pour identifier les croyances qui jouent encore en coulisses sans que je leur ai donné le mot de passe. Et cet exercice d'une demi-heure par mois a changé ma relation à l'argent plus profondément que n'importe quelle application de suivi de budget ou de stratégie d'épargne. Parce que la connaissance de soi est le premier outil financier qui existe. Avant tous les autres. Avant les investissements, avant les stratégies, avant les calculs de rendement. Il y a quelques semaines, un ami avec qui je parle rarement de ces sujets-là m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Il m'a dit que j'avais l'air différent avec l'argent depuis un moment, moins tendu quand le sujet arrivait dans une conversation, plus clair dans ma façon d'en parler, plus ancré dans mes décisions. Je n'avais pas mesuré ce changement de l'extérieur, mais lui l'avait vu, et ça m'a rappelé quelque chose. Les vrais changements ne se voient pas toujours en premier sur un relevé bancaire. Ils se voient dans la façon dont on tient un sujet, dans la façon dont on prend une décision, dans la sérénité ou l'anxiété avec laquelle on traverse les imprévus, et ces changements-là, ils précèdent toujours les changements visibles. Ce n'est pas une promotion pour ce livre. Il n'y a aucun lien affilié, aucune commission, aucun accord derrière ce que je te dis. C'est simplement mon expérience, avec ses nuances, ses limites et la sincérité que je peux y mettre. Arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, et je veux te laisser avec une seule pensée. Une seule idée à emporter avec toi bien au-delà de cette fenêtre. L'argent est un outil. On a tous entendu cette phrase. Elle sonne comme une évidence tellement répétée qu'elle a perdu une partie de sa force. Mais voilà ce que je veux ajouter à cette phrase, ce que ce livre m'a appris à y voir. Un outil ne fonctionne vraiment bien que si on comprend comment on le tient. Et la façon dont tu tiens l'argent, la façon dont tu le vois, la façon dont tu le ressens quand tu regardes ton compte, quand tu dépenses, quand tu épargnes ou que tu n'épargnes pas, est directement liée à ce que tu crois être vrai sur toi-même, sur ce que tu mérites, sur ce que la vie te réserve ou ne te réserve pas. La vraie question n'est pas combien d'argent tu gagnes aujourd'hui. La vraie question est quelle histoire tu te racontes sur l'argent depuis que tu es en âge de comprendre ce que c'est. Parce que cette histoire, tu peux la changer. Pas en une nuit. Pas sans traverser de l'inconfort, mais tu peux la changer. Et le premier pas, le seul premier pas qui compte vraiment, c'est de la voir, de la reconnaître pour ce qu'elle est, une histoire. Pas une vérité immuable, pas une fatalité, pas une identité, une histoire. Construite à partir d'expériences réelles, mais racontée d'une façon qui n'est peut-être plus celle qui te sert aujourd'hui. Je vais te donner un exemple concret de ce que ce changement de regard a produit dans ma vie. Il y a environ 1 an et demi, j'ai eu une conversation que j'avais évitée pendant des années. Une conversation sur l'argent avec quelqu'un de très proche, une conversation sur nos façons différentes de voir les dépenses, l'épargne, les priorités financières.
Avant ce livre, cette conversation me plongeait dans une anxiété immédiate. Je me sentais attaqué, jugé, incompris. Je me défendais au lieu d'écouter. Je fermais au lieu d'ouvrir. Après ce livre, j'ai abordé cette même conversation avec une curiosité que je n'avais pas eue avant. J'ai essayé de comprendre d'où venaient tant les croyances de cette personne, quelle histoire elle portait, quelle logique interne guidait ses comportements. Et cette simple bascule, passer du mode défense au mode compréhension, a transformé une conversation qui aurait normalement mal tourné en quelque chose de profond et d'utile. Nous ne sommes pas arrivés à un accord parfait. Nous n'avons pas effacé nos différences. Mais nous avons commencé à nous comprendre, vraiment comprendre, d'une façon qui n'était pas possible avant. Et cette compréhension mutuelle a changé quelque chose de durable dans notre façon de naviguer les décisions financières ensemble. L'argent n'est pas seulement un sujet personnel, c'est un sujet relationnel. Et un meilleur rapport à l'argent en soi produit presque toujours de meilleures conversations sur l'argent avec les autres. C'est une des choses que je n'avais pas anticipées en lisant ce livre, mais que j'ai découverte dans les mois qui ont suivi. Si je devais te donner une seule action concrète à faire ce soir ou ce week-end, une seule chose parmi tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, ce serait celle-ci. Prends 5 minutes. Assieds-toi dans un endroit calme et pose-toi cette question sincèrement. Quelle est la première chose que j'ai apprise sur l'argent dans mon enfance? Pas une leçon formelle, pas quelque chose enseigné à l'école avec des manuels, quelque chose entendu à table, vu dans les comportements des adultes autour de toi, ressenti dans les tensions ou les silences quand le sujet arrivait dans ta famille. Et demande-toi si cette première impression, cette première émotion, continue à guider silencieusement des décisions dans ta vie aujourd'hui. Parce que souvent le mauvais rapport à l'argent ne vient pas du manque de connaissances financières. Il vient d'une croyance vieille de 20 ans, parfois 30, parfois 40, qu'on n'a jamais remise en question parce qu'elle fait tellement partie de soi qu'on ne la voit plus comme une croyance. On la voit comme la réalité elle-même. Et remettre en question cette croyance, lui demander si elle est encore vraie aujourd'hui, si elle te sert encore, c'est le début de tout ce qui peut changer après. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, dis-moi dans les commentaires quelle idée a résonné le plus fort avec ta propre expérience. Et si tu veux aller plus loin, partage quelle croyance sur l'argent tu portes depuis longtemps, celle que tu n'as peut-être jamais dite à voix haute. Je lis tous les commentaires, je réponds à beaucoup. Et ces échanges sont souvent les conversations les plus riches que cette chaîne me permet d'avoir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que les prochaines vidéos s'inscrivent dans une série qui va encore plus loin dans ce territoire. Des livres qui transforment la vision du monde, des croyances à déconstruire, des façons de penser à reconstruire, et des conversations honnêtes sur des sujets que peu de gens osent vraiment aborder. Tu ne voudras pas passer à côté de ce qui arrive. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça compte plus que tu ne le crois. À très bientôt.